Aujourd'hui, jeudi, nous parlons de santé et plus précisément de santé de la femme, l'endométriose. Elle touche en moyenne une femme sur 10. Maladie très invalidante et douloureuse, l'endométriose agit comme un mal pernicieux de ce 21e siècle. Il est tapis dans l'ombre et il fait beaucoup de dégâts. On en parle avec le docteur Ugabé. Mais avant, jingle et la capsule. On va poursuivre donc le temps que le docteur s'installe avec l'appui de notre chef de plateau. Il faut savoir que l'endométriose touche une femme sur 10, comme nous l'avons dit. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur cette maladie qui agit en silence et parler bien sûr de comment nous pouvons la bannir, comment nous pouvons aussi faire en sorte que les femmes puissent s'en sortir et vivre avec. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité d'avoir toutes les réponses à vos questions. Nous envoyons vos questions à travers Instagram, à travers, bien sûr, Facebook et puis sur le www.rti.ci. Merci d'être avec nous. Désolé pour tous les problèmes techniques inhérents donc à ce rendez-vous qui sont totalement indépendants à notre volonté. On fera en sorte que cela ne se réalise pas. Mais voilà, on va essayer de lancer l'élément et puis revenir pour la discussion. Inspirez. Bloquez la respiration. Respirez. Continue, madame. Mal connue et peu médiatisée, l'endométriose touche pourtant près d'une femme sur 10 dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'en fait pas exception. L'endométriose donc, est une maladie gynécologique dont l'origine est liée au fonctionnement de l'appareil génital féminin. Vous savez que les règles que les femmes voient au cours de leur cycle sont en fait l'expulsion ou la dégradation d'une couche interne de l'utérus sous l'effet des hormones. Dans l'endométriose, cette couche qui normalement devait se trouver au niveau de l'utérus va se retrouver en dehors de l'utérus. Cette localisation peut être multiple. Cette pathologie, souvent confondue à de simples règles douloureuses, est encore difficilement diagnostiquée, retardant une prise en charge adaptée et laissant un nombre important de femmes dans la souffrance. Le principal signe de l'endométriose, c'est la douleur. Cette douleur va survenir pendant les règles. On parle donc de dysménorrhée dans le langage médical. Donc c'est des douleurs, donc des règles douloureuses. En plus de l'examen clinique classique, on doit recourir à des examens plus poussés pour affirmer le diagnostic. L'échographie pelvienne notamment reste un examen de première ligne. Le premier examen à réaliser devant une endométriose, suspicion d'endométriose, c'est une échographie pelvienne, surtout une échographie pelvienne qui utilise la sonde endocavitaire ou la sonde endovaginale. Mais aussi l'IRM qui permet de détecter des kystes, des nodules ou des lésions. En un seul examen, on va voir à la fois l'atteinte de l'utérus, l'envahissement du rectum, l'envahissement de l'appareil urinaire. Donc la même patiente peut à la fois avoir des troubles génitaux, donc avoir des problèmes de fertilité, des troubles digestifs, donc avoir des saignements dans le rectum, des troubles urinaires qui peuvent aboutir à l'insuffisance rénale. Vous comprendrez donc que l'IRM a toute sa place et a tout son intérêt dans la réalisation du bilan précis des lésions de façon que le gynécologue et le chirurgien puissent intervenir au mieux. Chez certaines femmes, l'endométriose peut rimer avec infertilité. Le deuxième signe, en dehors de la douleur, c'est l'infertilité. Vous savez, la douleur représente environ 50-90% est présent chez les femmes qui présentent donc l'endométriose. L'infertilité, chez environ 30 à 50%. Parce que si l'endométriose se situe au niveau des trompes ou de l'ovaire, ça va gêner donc la fécondation, donc gêner donc la survenue d'une grossesse normale. Cette pathologie peu connue est responsable à de règles très douloureuses. Plutôt que d'interpeller, ces douleurs sont considérées comme normales chez la jeune fille qui voit pour la première fois ses menstrues.
La discussion a déjà commencé ici, hein, mesdames et messieurs, avec le docteur Abbé. Hugues, première question, hein, pour en parler un maximum, parce que notre cœur de cible, il y a une grande proportion de femmes là-dedans intéressées par ces soucis de santé-là. Donc, il faut bien écouter ce que le docteur va nous dire. Docteur, tout de suite, d'où est-ce que ça vient, l'endométriose? L'endométriose, comme l'a dit le professeur Auro dans l'élément qui est passé tout à l'heure, est lié au phénomène des menstrues, lié au phénomène des règles. La manière dont cette endométriose survient est plutôt mal élucidée, mal connue, mais toujours est-il que ça survient dans la période d'activité génitale, la période où les femmes ont des menstrues, c'est-à-dire à peu près entre 15 et 45 ans, avec un pic autour de 30 ans, de la trentaine. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Qu'est-ce qui la cause? C'est dans la manière dont elle survient, on a plusieurs théories, dont la principale serait qu'au cours des menstrues, le sang qui doit s'évacuer normalement par le bas, c'est-à-dire par le vagin, s'évacuerait aussi par en haut, par les trompes, et donc refluerait, c'est-à-dire se reverserait une toute petite partie qui se reverserait dans la cavité abdominale et irait se loger dans d'autres organes. On parle de 5 à 20% de femmes dans des pays qui touchent 5 à 20% des femmes en âge de procréer et 40% des femmes se plaignant de douleurs dans le bas du ventre. Ça tombe bien, parlons de douleurs. Quels sont les symptômes et les douleurs, précisément? Ce sont des douleurs au moment des règles, survenant principalement au moment des règles, c'est-à-dire les dysménorrhées qu'on connaît. Ce sont des douleurs aussi qui peuvent survenir au moment des rapports, en période de règles. Ce sont des douleurs qui peuvent survenir toujours pendant cette période de règles à type il y a aussi d'autres signes tels que la constipation et des fois des douleurs au moment de la miction, c'est-à-dire au moment où la dame va faire pipi, mais tout ça dans la période où elle a ses règles. Parce que l'endométriose est causée par ce qu'on appelle la présence de tissus de la couche interne de l'utérus en d'autres endroits que cette cavité interne de l'utérus. On a bien entendu dans l'élément que cette maladie pourrait être facteur d'infertilité. C'est irréversible ou il y a un traitement pour pouvoir quand même avoir des enfants? Tout dépend du stade auquel on est arrivé, ou du stade d'évolution de la maladie chez la personne concernée. Des femmes qui ont une endométriose légère, une endométriose débutante, peuvent avoir des enfants et la grossesse même permet quelquefois de soulager. La période de grossesse permet de soulager les douleurs et les symptômes. Docteur, le mécanisme exact de l'endométriose n'est pas connu avec certitude. Vous-même, tout à l'heure, pendant qu'on discutait ici, avant d'arriver sur le plateau, vous l'avez reconnu. Ce n'est pas connu. Le mécanisme de l'endométriose n'est pas connu avec certitude. On ne sait pas où ça vient, on ne sait pas si c'est héréditaire, on ne sait pas comment ça se passe concrètement. Ça fait partie encore des questions de recherche, voilà. Mais toujours est-il que pour le quotidien de la femme, il faut arriver surtout à la soulager et ce à quoi s'attachent les médecins praticiens que nous sommes. J'ai envie de continuer sur la question de Marcelin. Alors pourquoi elle est si peu connue et pourquoi il n'y a pas tant d'intérêt de la recherche sur cette maladie? Pourtant, à entendre ce qu'elle fait subir aux femmes, c'est alarmant. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt mal connue parce que classiquement, on estime que 10 à 20% des femmes souffriraient d'endométriose et parmi ces 10%, en fonction du stade évolutif, les symptômes seront plus ou moins importants. Toujours est-il que de plus en plus, les moyens d'investigation sont de plus en plus performants, sont plus disponibles pour nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, de sorte qu'on arrive de mieux en mieux à faire le diagnostic, comme vous l'avez souligné dans l'élément tout à l'heure. Alors, à quel moment on parle d'endométriose colorectale? Quand les cellules d'endométriose ont envahi les organes voisins. Vous savez que la vessie et le rectum sont voisins de l'utérus. Donc, c'est l'envahissement de ces organes-là qui produit ce qu'on appelle l'endométriose colorectale. Alors, on sait, c'est peu connu, mais ça touche. Alors, comment réussir à vivre? Y a-t-il un traitement avec l'endométriose? Les traitements font appel à des médicaments, font appel aussi, quelquefois, dans le cas où cette endométriose est très évoluée, à de la chirurgie.
D'accord. N'oublions pas, docteur, que ça provoque aussi énormément de troubles digestifs. On parle de troubles du transit, la douleur à la défécation, on l'avait évoqué, et puis les saignements par, on va dire ça, par l'anus au moment des règles, par voie rectale, pardon, au moment des règles. Oui, ça fait partie des signes d'une endométriose qui, dans ce cas-là, est relativement évoluée et qui peut être vraiment totalement invalidante et entraîner des chirurgies quelquefois lourdes quand le tableau est vraiment très avancé. Alors, cette maladie, c'est indéniable, elle est douloureuse et des fois même invalidante. Quand on sait que la femme en général, elle observe sa menstruation à partir de 11, 12 ans et jusqu'à, on va dire, 50 ans, Par exemple. Subir une endométriose comme ça tout le temps de sa vie, comment on réussit à vivre avec? Et pourtant, il faut arriver à vivre avec. Ah oui, mais comment comment on arrive à vivre avec? Avec l'aide, bien sûr. Il faut d'abord que cette endométriose ait été diagnostiquée. Il faut qu'elle ait été suivie parce qu'il y a plusieurs stades d'évolution. Elle débute peut-être à l'adolescence quand la jeune fille a ses premières règles. Et puis progressivement, elle va évoluer avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pic de fréquence autour de la trentaine. Et on n'en guérira à la limite définitivement que quand on n'aura plus de menstrues. Parce que le phénomène est lié aux menstrues, en fait. Le phénomène. Alors, les facteurs de risque de l'endométriose, à contrario des causes, ça c'est bien connu. Les facteurs, il y a l'âge, il y a aussi les antécédents familiaux, il y a les caractéristiques du cycle menstruel, il y a les nulligestes, c'est-à-dire ces femmes-là qui n'ont jamais eu d'enfant, et puis aussi les anomalies des organes génitaux. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, ce sont ceux que vous avez relevés. Et puis maintenant, comme on a dit, il y a les facteurs familiaux. Vous ressemblez à vos parents parce que vous avez en commun avec eux une partie de leur patrimoine génétique. Donc la plupart du temps, certaines maladies peuvent se retrouver. Et vous allez trouver des familles de femmes où il y a des règles douloureuses. Maman en a eu, la grand-mère en a, les sœurs peuvent en avoir. Donc il y a un patrimoine, j'allais dire, génétique commun qui fait qu'on peut retrouver dans des familles une certaine prévalence, on va dire, de cette maladie. Alors, on parlera du milieu rural où peut-être les dames n'ont pas forcément tout de suite accès aux soins. Comment arriver à se soulager quand on n'a pas accès tout de suite aux soins? Ce sont les médicaments antidouleurs. Uniquement? Dans la mesure où ils peuvent marcher. Et puisque la maladie, elle est liée au fait à la période des menstrues, l'un des axes de lutte, de soulagement, c'est d'arrêter les menstrues. Donc ça peut se faire de manière médicamenteuse, soit par des pilules ordinaires classiques ou alors avec des médicaments un peu plus forts qui vont supprimer carrément les menstrues pendant une période plus ou moins longue. Alors, l'échographie pelvienne et la colonoscopie sont les deux examens clés en cas d'endométriose, ou bien il y a d'autres? Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, on a parlé de l'échographie pelvienne, si possible par voie vaginale, qui va préciser, objectiver des lésions. Deuxième examen qui va aussi permettre le diagnostic, c'est l'IRM pelvienne, dont a parlé tout à l'heure un des intervenants dans l'élément. Et une fois qu'on a ce diagnostic, le gynécologue ou le gynécologue traitant pourra permettre à la dame en question, en fonction de son stade d'évolution, lui proposer les traitements adaptés. Alors, vous avez parlé de soulagement pour calmer l'endométriose, de suspension de règles. Une femme qui désirait avoir des enfants, quand elle a cette suspension de règles, comment elle réussit à être féconde ou à contracter une grossesse? Toutes les femmes qui souffrent d'endométriose qui sont infertiles. On estime que c'est seulement une partie d'entre elles. Mais il est clair que l'autre symptôme attaché à l'endométriose, en dehors de la douleur, comme l'a rappelé le professeur Auro dans l'élément, c'est l'infertilité, parce que cette endométriose est source d'infertilité. Et on comprend pourquoi, parce qu'elle va rendre l'utérus lui-même impropre à porter une grossesse, parce qu'elle va altérer les capacités naturelles de l'utérus à porter l'œuf. Elle va bien sûr compliquer la vie de ces dames. Si vous avez des douleurs pendant les rapports, etc., il est clair que la possibilité de procréer en est d'autant réduite. Alors, l'endométriose, la bonne nouvelle, mesdames, c'est que l'endométriose est une maladie bénigne, a priori, normalement. Le pronostic vital n'est pas tout de suite engagé. Mais dans l'élément, on a parlé des reins. Quand on entend reins, déjà, on a un peu peur. Oui, il y a ce qu'on appelle l'endométriose bénigne.
dans la plupart des cas, mais l'endométriose aussi peut être très compliquée. Parce que cette endométriose, partie de la couche interne de l'utérus, peut se propager dans d'autres organes. Les organes voisins, bien sûr, comme l'utérus, comme la vessie, le rectum et puis le côlon, mais aussi beaucoup plus haut. On peut avoir des atteintes au niveau pulmonaire et on a même décrit des atteintes au niveau cérébral. Donc, il est clair que si on a une atteinte pulmonaire, une atteinte cérébrale, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une endométriose qui n'est plus bénigne, mais qui est maligne. Où le pronostic vital peut être engagé. Voilà. Alors, docteur, ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui, l'endométriose. Franchement, moi, je reviens là-dessus. Pourquoi on n'arrive pas à trouver un traitement curatif? Pour arriver à trouver un traitement curatif, il faudrait avoir bien compris le mécanisme de survenue de la maladie. Et qui devrait se pencher là-dessus, qui ne le fait pas? Ce sont des questions de recherche auxquelles s'attachent des équipes. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Vous savez qu'entre la recherche, les résultats de la recherche, le développement des publications, bien sûr, et puis le développement des solutions cliniques, ce n'est pas forcément à l'échelle d'une vie, ça peut prendre plusieurs générations. Quand on sait par exemple que l'endométriose a été décrite pour la première fois en 1860, vous voyez qu'on a encore du temps devant nous. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas, il n'y a pas de traitement curatif, mais la psychologie, notamment dans le cadre du couple, peut aider. Parce que c'est très important également. Ce sont des femmes qui, bien évidemment, sont psychologiquement fragiles. Imaginez-vous, chaque mois, pour celles qui en souffrent de la forme la plus sévère, c'est totalement invalidant. Elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Elles ne peuvent pas vivre, tout simplement. Avoir une vie conjugale normale, elles ne peuvent pas avoir une vie sociale parce que ça les prive vraiment de beaucoup d'opportunités. Donc le volet psychologique est très important aussi dans le traitement, bien sûr, pour aider ces femmes quand même à traverser ces moments très douloureux de leur vie. Mais on peut insister, donner des conseils à l'entourage pour soutenir. Bien sûr, il faut que l'entourage soutienne. Et bon, il est clair que la toute jeune fille, si elle a commencé à avoir des règles... le mari pendant les consultations, pourquoi pas? S'il reste, est-ce que ce n'est pas facteur de séparation après? Oui, parce que non seulement il y a le phénomène douloureux, mais aussi il y a le fait que s'il y a associé à de l'infertilité, ça peut fragiliser les couples, ça c'est clair. Voilà, maintenant, la cohésion du couple est aussi liée à des facteurs qui non seulement sont liés à la médecine, mais aussi à l'environnement familial, social. Donc le volet psychologique est très important à mon sens, en plus du volet traitement médical pour soulager les symptômes liés à la maladie. On entend beaucoup le mot quand vous parlez soulager. La cause première, c'est soulager. Et pourquoi résoudre? Comme le disait Alix, il faut résoudre le soulager. Non, la manière de résoudre définitivement le problème, ça serait de supprimer les cellules d'endométriose. Elles se suppriment naturellement à la ménopause parce qu'il n'y a plus de sollicitation hormonale, donc il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de règles. Ou alors, vraiment, quand la chirurgie s'impose et que la chirurgie veut être radicale, c'est l'ablation de l'utérus, donc la source de tous ces problèmes. C'est radical, vraiment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'attache pendant la durée de la vie génitale de la patiente concernée à soulager au mieux ses symptômes, lui permettre, si possible, d'avoir des enfants, si c'est possible, en fonction du stade de sévérité de la maladie. Je parlais de la période d'observation des règles, donc ça fait une longue période. À chaque, on va dire, passage à l'adulte, la préadolescence, l'adulte, jusqu'à la vieillesse, comment les femmes doivent se comporter? Parce que les réalités d'une jeune fille ne sont pas forcément les réalités d'une dame, d'une femme adulte. Oui, parce que le corps, il est en transformation. On commence, j'allais dire, sa vie génitale à l'adolescence, les changements. Menstrue, les cycles n'ont pas forcément les mêmes durées, l'organisme n'est pas forcément rodé, la durée des menstrues, la durée des cycles peut changer. Donc, ce qui rend le corps des femmes particulièrement fragile par rapport à toutes ces périodes de la vie, d'où l'intérêt pour les conjoints, la société, la famille, de leur apporter le plus grand réconfort possible, parce que ce n'est pas évident au quotidien pour des femmes qui souffrent d'endométriose. Docteur Abbé, vous qui êtes très très expérimenté, quand vous faites un peu le distinguo, quand vous faites par exemple la comparaison avec non seulement le plateau technique qu'on a ici dans notre pays et en Europe, est-ce qu'il fait bon d'avoir l'endométriose à Paris ou à Guessabo? Bon, c'est sûr qu'à Guessabo, si on a un bon médecin traitant qui a réussi à vous... Condition toujours.
à faire le diagnostic. Bon, le diagnostic, il est bien sûr sur les symptômes, mais aussi, on a vu qu'on pouvait avoir au moins réalisé une échographie endovaginale qui va vous permettre d'avoir le diagnostic. Et puis, les principes de traitement sont connus. Ce sont des médicaments que, fort heureusement, même si Guessabo est un peu éloigné d'Abidjan, on peut toujours avoir ces médicaments-là, à condition, bien sûr, d'avoir les moyens. Les médicaments pour soulager la douleur. Les médicaments existent. Mais en cas, par exemple, de complications, dans le cas d'une endométriose où le pronostic vital est engagé, dans le milieu rural, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est sûr que de Guessabo, on sera obligé de venir à Abidjan, où des équipes rodées, telles que celle du professeur Oro que nous avons vu dans l'élément, sont capables de la prendre en charge en fonction du plateau technique de l'établissement auquel on est référé. Je vais revenir sur la recherche, parce que s'il y a recherche qu'on aboutit à, on va dire, à trouver un traitement, ça soulagerait définitivement et non pas de manière périodique. Pourquoi on n'explore pas la naturothérapie? Parce que les grands-mères dans les villages et même maintenant plus en ville, on a quand même des astuces ici pour soulager les règles douloureuses quand nous sommes à la maison. Et avec l'endométriose aussi, ça pourrait être une option. Je suis parfaitement d'accord, à condition bien sûr que la naturothérapie, comme toute autre science, produise les résultats de ses recherches, les mette à disposition de la communauté. Le but, il est le même. Phase de publication, soigner les maladies, soigner les patients. Le médecin, c'est ça son travail, c'est d'aider le patient à obtenir la guérison. Docteur, on reste toujours dans la gestion de la douleur. Quid de l'alimentation, en fait? C'est très important, mine de rien. Oui, l'alimentation. L'alimentation pour une femme qui est dans ce cas-là, comment doit-elle se nourrir? À quoi elle doit faire attention? Qu'est-ce qui peut provoquer des facteurs aggravants ou des facteurs soulageants? Non, sur l'endométriose, je pense que l'alimentation n'a pas beaucoup d'influence. Okay. Ah bon? On retiendra sur le plan alimentaire qu'il faut manger sain, naturellement. Éviter tout ce qui est trop sucré, trop salé, manger plus de légumes et de fruits, etc. On parle d'huile de ricin, tout ça? C'est sûr, l'huile de ricin, on va expliquer que ça a des vertus thérapeutiques dans beaucoup d'autres maladies, pas seulement l'endométriose. Donc on parle de la nourriture chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise, on parle même de yoga, tout ça. Est-ce que c'est des pistes? On ne sait jamais. Ce sont des pistes, tout concourt, j'allais dire, au soulagement du patient. Et bien sûr, vous ne pourrez parler que de choses dans lesquelles vous avez été formé. Boire de l'eau glacée. Je ne suis pas persuadé que l'eau glacée ou l'eau à température ambiante fasse une différence en termes d'endométriose, mais pourquoi pas? Si ça fait l'objet d'une recherche et que cette recherche a abouti à des éléments probants, nous souscrivons tout à fait. On devrait appeler à la recherche. Nous appelons aussi à la recherche. C'est les associations qui devraient s'en charger. Pas seulement les associations. Où on en est actuellement? Parlons de recherche concrètement. Où on en est? On est à quel niveau? À quel stade? Quelles sont les dernières publications dans ce domaine-là? Les dernières publications dans ce domaine, en fait, les principes, j'allais dire, d'axes de traitement sont connus. Maintenant, il faut savoir exactement comment faire pour que les cellules qui sont normalement situées dans la couche interne de l'utérus ne se propagent pas en dehors de cette couche interne. Wow. Voilà, l'axe de recherche, ça serait de permettre d'arriver à bloquer ce mécanisme. Donc, il n'y aurait pas d'endométriose. Pour se maintenir sur la recherche et les associations, il y a une association très active, Endo Rose, en France, qui a même dernièrement fait une marche pour demander justement aux scientifiques de se pencher sur la question de l'endométriose. Comment mobiliser les fonds? Parce qu'il s'agit aussi de fonds pour pouvoir appliquer la recherche. Je pense comme toute association et aussi par le canal, votre canal, qui permet d'abord, de sensibiliser le plus grand nombre à cette question, fédérer des énergies, fédérer des moyens et puis en faire une cause pour laquelle on va mobiliser des fonds. Une pensée ce jour pour les femmes du milieu rural, parce qu'en 2018 encore, dans nos pays en voie de développement, il y a des femmes qui vont accoucher à bicyclette. Donc franchement, quand j'entends ce que vous dites, c'est que vraiment, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais vous, la Société ivoirienne de gynécologues, des obstétriciens, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part? Notre part, c'est déjà de porter au grand jour, j'allais dire l'information, sensibiliser, faire connaître, en parler sur votre plateau, dans d'autres tribunes, de manière à ce que les décideurs ou ceux qui auraient des moyens, que ce soit privés ou publics, puissent se saisir des causes et puis
voilà, ensemble, avec la synergie de nos actions, arriver quand même à soulager la dame de Guessabo ou celle d'un peu plus loin, avoir le même accès aux soins que celle qui est à Abidjan, de Plateau, qui a les moyens d'aller en France. Alors, merci beaucoup, docteur Hugues Abbé. Vous êtes gynécologue obstétricien et nous parlions de l'endométriose. C'est bien connu maintenant, un peu plus, hein, on va dire, au travers de cet échange-là. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. On espère que vous avez trouvé des réponses aux principales questions posées, bien sûr, au docteur. Et puis, on va continuer le débat à la maison et surtout, prier pour que nos conditions sanitaires soient plus développées pour soulager toutes ces femmes qui souffrent des affres de l'endométriose. Très bonne journée sur RTI1. La suite avec Serge José Amissan, ou c'est selon la programmation. Restez toujours sur RTI1. Bonne journée.